Bien, merci beaucoup, monsieur, d'être venu vers nous aujourd'hui depuis Bruxelles. Les chantiers du marché unique numérique sont nombreux. Ils nourrissent parfois des fantasmes, parfois des craintes, et d'avoir une information puisée à la meilleure source, ce sera certainement utile à ceux qui sont ici, à ceux qui suivent d'ailleurs aussi cette journée sur Facebook et YouTube où elle est diffusée également. Merci à vous, merci beaucoup. Je pense que ce qu'on a vu tout de suite avec ces quelques images nous montre qu'on devrait toujours commencer une conférence par ce type de vidéo qui nous révèle à la fois la grande créativité de nos artistes, mais aussi le sens des émotions que l'on peut recevoir. Ce qui est bien sûr en jeu aussi en lien avec la discussion d'aujourd'hui, c'est comment assurer que ces créations soient diffusées le plus largement possible et puissent accéder finalement aux citoyens. D'abord, je voudrais vous remercier les organisateurs de ce colloque. Je crois que j'ai vraiment été positivement intéressé par à la fois la manière dont les problématiques ont été posées, de manière qui n'est pas naïve, mais qui est très optimiste et tournée vers l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, le fait d'avoir une carte blanche, c'est toujours un grand luxe pour un intervenant, c'est aussi un défi. Ce que j'aimerais faire, après avoir souligné bien sûr que ma présence ici se fait aussi au nom de Maria Gabriel, la commissaire à l'économie digitale et au numérique, qui suit de manière très proche tout ce travail qui est fait, et en particulier les différents éléments de réflexion de cette conférence. Et ce que je voudrais faire ici, dans les quelques minutes qui suivent, utiliser cette carte blanche peut-être à prendre un peu de recul, à vous présenter bien sûr les priorités de l'Union européenne, mais essayer à s'interroger sur l'époque, sur les défis dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Et je voudrais commencer avec le terme de glocalisation, parce que je trouve que c'est intéressant. Ça met en évidence, au fond, un trait très important de notre société et de notre époque, c'est le fait que nous vivons au milieu de paradoxes. Paradoxe spatial, je pense que c'est très bien illustré dans les documents de background de la conférence, c'est-à-dire à la fois qu'au début de cette révolution technologique, dans les années 90, on pensait que tout allait être plat, tout allait être homogénéisé, que tout allait être global, et on se rend compte qu'au fond, le local est extrêmement important, et même que le global peut être au service du local, hein, quand on voit les chiffres, notamment de la presse régionale aujourd'hui en France en particulier, qui profite très largement de cette révolution digitale. Paradoxe temporel, tout bouge très vite. Hein, si on veut quelques chiffres, il a fallu 75 ans au téléphone filaire pour relier 100 millions de personnes dans le monde entre la fin du 19e et le 20e. Il a fallu quelques jours pour Candy Crush pour toucher 100 millions de personnes avec une application. Donc tout va très vite, mais en même temps, les acteurs qui réussissent, et on peut penser par exemple aux grandes plateformes, ont le temps pour elles et ont établi des stratégies sur le long terme. Si on prend par exemple un des exemples les plus connus, Google a investi longtemps, de manière stratégique, dans un moteur de recherche qui est extrêmement performant, de manière à constituer son marché autour de cette qualité et est maintenant un acteur global grâce au temps qu'il s'est donné, grâce à la stratégie qu'il a su poser. Paradoxe du global au particulier. Encore une fois, ces plateformes touchent des milliards de personnes, quand on pense à Facebook. Donc c'est des plateformes qui sont capables de toucher un nombre qui n'a jamais été réalisé dans le passé. Pour autant, cette force, elle est basée sur l'intimité de la relation avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la force d'une plateforme, c'est justement la capacité qu'elle a à créer de manière intime une connaissance de ce dont nous avons besoin et des produits que nous avons. Donc tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui une société et une époque qui est remplie de paradoxes. Et encore une fois, l'étymologie est toujours intéressante. Le paradoxe, c'est ce qui est contre la position commune. Et je pense que ça nous incite à penser, au fond, autrement les choses. Aujourd'hui, dans ces transformations technologiques et sociétales, on ne peut plus penser comme avant. Hein, si je prends encore un autre exemple, Instagram en 2012.
13 personnes, 50 millions de dettes. Bon, dans les paramètres actuels, on se dit vraiment c'est une société qui ne va pas très bien. Mais dans le même temps, elle a 30 millions d'utilisateurs, la moitié de la population française, et elle a été rachetée en 2012 1 milliard par Facebook. Là, on se dit, voilà, quelque chose, voilà, enfin, des paramètres qui ne sont pas ceux de l'économie classique. Et je pense que, pour venir maintenant aux éléments plus politiques que ça nous dit, en fait, ça nous laisse penser que dans une période de tempête, on peut dire, de grandes transformations, il est important d'avoir un certain nombre d'assets, de biens. Il est important d'avoir des bons repères, une bonne boussole, un bon bateau et une bonne carte. Ça, c'est un peu la métaphore que je vais essayer de filer. D'abord, le bon repère. Où nous trouvons-nous aujourd'hui ? Je pense qu'on est tous un peu le nez dans le guidon, donc à regarder ce qui se passe dans les prochaines semaines, années. Mais en fait, ce qui est en train de se dérouler, c'est une révolution technologique qui prend du temps à se mettre en place. Si on veut avoir une référence antérieure, il faut se retourner 150 ans en arrière. On est à Paris, ici. Moi, je vous invite à... certains d'entre vous le connaissent, j'en suis sûr, le grand tableau de Raoul Dufy, La Fée électricité, qui se trouve au musée d'art moderne de Paris, où vous voyez sur 600 mètres carrés un tableau des révolutions à la fois technologiques, mais plus que ça, sociétales. Comment l'électricité n'a pas simplement changé la manière de produire des choses et de produire des services, mais aussi de vivre avec les bals, avec le cinéma, avec tout ce qu'on a autour de nous. Et aujourd'hui, on est dans cette même révolution technologique et on n'a pas terminé. La première phase, c'était l'apparition d'Internet, donc un domaine global qui permettait de partager la connaissance. La deuxième phase est arrivée avec les téléphones portables, qui nous permet d'avoir Internet partout avec nous dans notre poche. Et la troisième phase est en train de poindre, c'est le développement de l'Internet des objets, c'est-à-dire l'Internet partout, dans toutes les choses. On estime qu'en 2020, il y aura 6 milliards d'objets connectés en Europe. Et donc, on voit bien que grâce à ces nouveaux objets connectés, de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de nouvelles manières de vivre vont apparaître. Et dans une révolution technologique, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je voudrais signaler trois éléments extrêmement importants, notamment pour ceux qui sont responsables de politique. Le premier, c'est qu'il y a un enjeu très fort de concurrence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec cette nouvelle donne, cette nouvelle technologie, vous avez des acteurs qui tout de suite sont les premiers et peuvent tirer parti de ces nouvelles technologies. Et bien sûr, la grande question est de savoir comment faire pour assurer que cette position importante, voire dominante, soit toujours contestable. C'était le grand débat autour des politiques de concurrence à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup de domaines, ce débat-là intervient sur les plateformes, sur les questions fiscales, sur les questions de rapport à la dominance et à l'abus de position dominante. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'adaptation, l'ajustement des systèmes de protection sociale. C'était les lois qui avaient été mises en place par Bismarck au fin du 19e, qui avaient d'ailleurs donné lieu à des tensions assez fortes. Et la question aujourd'hui, c'est comment faire pour ajuster notre système de protection sociale à cette nouvelle donne digitale dans cette révolution technologique. Et le troisième élément, c'est la question de l'innovation technologique et de la place que veut occuper l'Europe et la France dans la carte mondiale de la production technologique. Ceux qui sont historiens et qui ont étudié Braudel savent très bien qu'il y a eu toute une cartographie du centre de gravité économique depuis la Renaissance, depuis Venise, Gênes, Amsterdam, Londres, et que la dernière révolution technologique a vu la capitale mondiale passer de Londres à New York, et maintenant on est en train de voir bien sûr l'évolution de New York à San Francisco et à Silicon Valley. Et la question pour nous, Européens, c'est de savoir mais où est-ce qu'on veut être sur cette carte mondiale de l'innovation en termes d'investissement et en termes de force de frappe. Donc le premier élément, c'est ça, la boussole, les repères. Où est-ce que nous nous trouvons dans cet environnement général ? Le deuxième élément, c'est bien sûr l'embarcation. Et là, alors moi je vais vous parler d'Europe, il y a une embarcation nationale qui est très importante, j'y reviendrai tout à la fin de mon intervention, mais bien sûr, dans une grande tempête, dans un monde de transformation comme aujourd'hui, il est clair que l'embarcation compte et que l'Europe peut jouer un rôle extrêmement important. Et elle peut jouer un rôle important à deux conditions. À condition qu'elle soit unie. Je vais vous donner encore un chiffre. La génération dans laquelle je me trouve, donc la fin des années 60, donc elle est arrivée sur Terre à peu près avec 3 milliards d'habitants. Les Européens représentaient à peu près 1/6 de la population.
À la fin de ma génération, il y aura 10 milliards d'habitants et l'Europe, ça représentera 1/20 de la population. Donc on voit bien que l'unité dans ce contexte-là est extrêmement important. La deuxième, c'est la question des valeurs. On voit bien aujourd'hui que dans beaucoup de sujets, étant donné qu'on est ramené à se re-questionner sur les fondamentaux de notre société à cause de cette révolution technologique, il est clair que les réponses sont différentes. Les réponses sont différentes en Chine, en Russie, aux États-Unis et en Europe. Et il y a quelque chose de très important qu'on est en train de faire aujourd'hui, je vais y arriver, autour des valeurs européennes, ce en quoi nous croyons, et qui doivent pour nous être vraiment présidées au destin de l'Union européenne. Et bien sûr, au creux de ces valeurs, la culture, la démocratie, les droits fondamentaux sont vraiment centraux. Et quand nous arrivons à être unis et à avoir une unité autour de ces valeurs, nous pouvons vraiment peser. Aujourd'hui, le régulateur mondial des écosystèmes digitaux, et ce n'est pas à Silicon Valley que ça se passe, c'est en Europe. C'est en Europe où on est en train d'établir les standards pour protéger la vie privée en matière de neutralité du net, en matière de contenu illégal, par exemple, encore récemment. Et donc, c'est dans cette perspective-là que l'on peut intervenir. Et cette Europe-là, bien sûr, elle doit aussi se réformer, elle doit aussi changer sa manière de faire. Et c'est ce que d'ailleurs le président Juncker a commencé à faire depuis 2014. Une Europe beaucoup plus politique, beaucoup plus resserrée, autour d'un petit nombre de priorités. Nous avons 10 priorités politiques. Et là, j'en viens maintenant à celle qui peut-être vous intéresse le plus, qui est la priorité autour du numérique, et dont est responsable le commissaire Gabriel, et qui, justement, vise à compléter les efforts qui sont faits par les États membres pour intervenir là où l'Europe peut ajouter sa valeur ajoutée. Et le sens de cette carte, parce que c'est mon troisième élément, donc après la boussole, le bateau, il nous faut une carte. Cette carte s'appelle le marché unique du numérique. Et le marché unique du numérique, finalement, veut dire plus que son nom. Et ce n'est pas simplement un marché unique. Ce n'est pas simplement tirer profit d'un point de vue économique, même si ces profits-là sont très importants. On estime qu'un marché unique du numérique représenterait 415 milliards d'euros supplémentaires. C'est équivalent du PIB de l'Autriche, donc ce n'est pas négligeable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que j'ai indiqué au départ, c'est-à-dire le fait d'avoir un équilibre entre cette recherche d'efficacité, cette recherche d'optimisation et de permettre aux gens, aux entreprises, aux citoyens de tirer profit de la révolution digitale, équilibrée avec la recherche de valeur. Avec la recherche de valeur, notamment pour construire des écosystèmes Internet qui soient centrés autour d'hommes. Alors, sur ce marché unique du numérique, qui a été lancé en 2014, oui, vous voyez, je suis un peu dans le passé. Non, on a, en quelques mots, on a trois grands chantiers pour lesquels la Commission a fait des propositions en nombre important. Nous avons déjà fait plus d'une vingtaine d'initiatives. Premier chantier, c'est de vraiment permettre à ce que chacun, les citoyens, les consommateurs, les entreprises, puissent tirer bénéfice de cette révolution digitale. Et donc là, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. D'abord, il faut avoir des infrastructures qui soient performantes. Aujourd'hui, on se rend bien compte des limites que l'on a avec la 3G. On n'a pas réussi à se doter de réseaux 4G de manière suffisamment rapide et de manière suffisamment ambitieuse. Et ça fait partie d'ailleurs de nos réflexions, comment faire pour éviter cet échec relatif qu'a été la 4G en Europe. Mais maintenant, il faut se projeter sur la 5G, c'est-à-dire les infrastructures sur la base de fibres, sur la base de technologies à très haute vitesse, qui vont nous permettre vraiment aux entreprises, aux écoles, aux citoyens de pouvoir participer à cette révolution. Et pour cela, il manque 150 milliards, c'est notre estimation, d'ici 2025. Et c'est pourquoi une des initiatives majeures que nous avons aujourd'hui, c'est de réformer le code des télécoms pour permettre justement à ce qu'il y ait plus d'investisseurs qui viennent et qui puissent nourrir ces infrastructures. Le deuxième élément, c'est bien sûr la formation. 9 emplois sur 10 vont nécessiter des formations, des compétences digitales. Or, aujourd'hui, si on regarde les statistiques, le niveau de formation est tout à fait insuffisant. Comment faire pour
permettre à tous les citoyens de bénéficier de la formation depuis l'éducation dans les écoles, les universités, mais aussi tout au long de la vie, car on a bien le sentiment que les choses évoluent très vite. Ça, c'est le premier chantier, s'assurer qu'on a des infrastructures, un marché unique qui fonctionne avec la possibilité d'accéder au réseau et de savoir l'utiliser. Deuxième élément, c'est bien sûr d'assurer un level playing field, donc mettre les différents acteurs sur un pied d'égalité. On a bien sûr dans les domaines qui sont discutés aujourd'hui, des discussions extrêmement importantes autour de la directive sur les services de médias audiovisuels, où il est clair qu'avec l'apparition de nouveaux acteurs, il était important d'assurer que ces nouveaux acteurs soient soumis aux mêmes règles que les acteurs existants, notamment en termes de promotion d'œuvres européennes, de protection de l'enfance. Donc, il y a tout un ensemble de propositions qui ont été faites dans les domaines médiatiques, dans les domaines aussi du droit d'auteur, pour assurer qu'il y ait un rééquilibrage entre les différents acteurs et assurer que ceux qui produisent, qui sont créatifs, puissent bénéficier du retour de cette création. Donc, assurer que les règles qui s'appliquent à l'ensemble de ces nouveaux acteurs s'appliquent de manière égale et que les activités similaires soient régulées de manière similaire. Ça, c'est le deuxième chantier. Troisième chantier, se préparer à l'économie de la donnée. On est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on va être connecté en permanence et la plupart des objets autour de nous seront connectés. Et il va être extrêmement important que l'ensemble de la société puisse bénéficier de règles qui permettent la circulation des données, qui permettent l'établissement de systèmes en nuage et qu'on puisse vraiment profiter tous ensemble, y compris via des services publics plus efficaces et plus performants, de cette révolution technologique. Avant de conclure sur la question peut-être de la France, sur laquelle je reviendrai, je voudrais donc indiquer quatre éléments vraiment importants dans cette stratégie digitale. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement d'un projet autour d'un marché unique. C'est plus que ça. Il s'agit de valeurs, il s'agit de pouvoir protéger les citoyens, de pouvoir protéger nos entreprises et de donner les moyens à ces mêmes acteurs de se projeter et de tirer parti de cette révolution. Le deuxième élément, et ça c'est un peu un message que je peux passer ici à Paris de manière claire, c'est voilà, la Commission a fait énormément de propositions. Vous pouvez d'ailleurs toutes les consulter sur Internet, tout ça est tout à fait transparent. Et maintenant, la difficulté que l'on a, c'est la négociation de ces propositions. Il faut que les choses maintenant changent dans la vie réelle des gens. À Bruxelles, on n'est pas là simplement pour produire des réglementations, on est là pour changer la vie des gens dans une bonne direction. Et là, donc, bien sûr, comme vous le savez, dans le triangle institutionnel bruxellois, donc nous faisons des propositions, mais après, c'est bien sûr au Parlement européen et au Conseil de prendre les décisions comme co-législateurs. Et nous pressons beaucoup les co-législateurs à prendre des décisions parce que c'est maintenant qu'il faut que les choses changent. Si en 2025, on veut avoir de la 5G dans les grandes villes, le long des grandes routes et pour les grands acteurs économiques, c'est maintenant qu'il faut décider de coordonner le spectre, d'avoir cette réforme du code des télécoms, de pouvoir bénéficier de ces réseaux et des investissements. Le dernier élément concerne bien sûr la culture et les médias qui sont au cœur de ce qu'on essaye de faire. Et c'est au cœur de ce qu'on essaye de faire, non pas uniquement parce que le secteur de la créativité culturelle représente 5% du PIB européen. Bien sûr, c'est important et il faut aussi soutenir ce secteur. Mais c'est important parce que la culture est au centre de l'enjeu de la démocratie aujourd'hui. On sent bien qu'il y a des pressions fortes domestiques et extérieures sur la démocratie, que finalement les valeurs de la démocratie ne viennent pas de soi, elles doivent être rejustifiées en permanence. Et la culture joue un rôle extrêmement important, en cela qu'elle permet de générer du sentiment collectif à partir d'histoires individuelles. Moi, je trouve que ce qu'on a vécu ensemble tout à l'heure en regardant ces images, on a senti qu'il y avait une émotion dans la perception de ces vidéos. C'est bien ça, un des points très importants de la création culturelle aujourd'hui. Et le deuxième point très important, c'est la révélation que ces créations culturelles peuvent faire sur nos tensions internes. Une société qui est soumise à ces transformations profondes que j'ai évoquées,
bien sûr, connaît des tensions. Tout le monde ne va pas à la même vitesse. Il y a des groupes sociaux qui ont besoin d'être plus aidés que d'autres. Il y a des transformations qui s'opèrent. Et l'art et la création culturelle réussissent justement à mettre en lumière ces tensions. Et au fond, je reprendrai une phrase de Claude Lelouch que j'ai entendue à la réunion de Dijon récemment. Donc, assurer que nous n'ayons pas peur de nos peurs. Et ça, je pense que c'est vrai à titre individuel, mais c'est aussi vrai à titre collectif. Assurer qu'une société n'ait pas peur de ses peurs, c'est aussi le protéger contre le populisme. Alors, en conclusion, je voudrais peut-être faire une petite mention de la France, et la France dans tout ça, parce qu'on est ici à Paris. Je pense que la France, comme souvent, et ça fera le lien avec le début de mon propos, la France est un paradoxe en elle-même. C'est un pays qui à la fois a des potentiels extraordinaires, qui a une image absolument extraordinaire, qui a des cerveaux extraordinaires, une créativité extraordinaire, mais qui parfois est un peu timide par rapport au changement, par rapport aux défis qui se posent. Alors, même si on a l'impression aujourd'hui qu'il y a du vent dans les voiles, en tout cas c'est la perception qu'on a à Bruxelles et que les choses bougent. Je voudrais simplement peut-être terminer en faisant un clin d'œil, en rappelant un passage qui était mentionné par Raymond Aron dans son livre De la guerre sur Clausewitz, pour justement mettre en lumière quels sont aujourd'hui, à mon avis, les ingrédients pour pouvoir réussir. Donc je vais vous le citer, c'est pas très long. De même que les Romains semblent avoir eu très exactement cette supériorité marquée sur les Grecs, que les Français possèdent sur les Allemands dans les relations pratiques de la vie politique, de même on ne peut contester aux Grecs une individualité beaucoup plus riche et plus belle qui constitue un avantage que l'on peut tout aussi peu dénier aux Allemands comparé aux Français. Donc c'est un texte qui est écrit en 1806. Clausewitz donc venait d'être confronté à la défaite de l'armée prussienne face aux Français, et donc il compare les Français aux Latins, aux Romains, qui sont très organisés, très efficaces, et face à des Allemands qui sont un peu plus romantiques, mais qui ont des personnalités plus riches et plus belles. Et je pense que c'est un peu ce qu'on pourrait viser, aussi bien en France d'ailleurs qu'à Berlin, que dans toute autre capitale en Europe. Comment faire pour associer l'organisation, le sens pratique et pragmatique des Romains, et la créativité, la richesse de la personnalité des Grecs. Je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. C'est aussi ce qui nous anime à Bruxelles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Une question simplement, si vous le voulez bien, et qui nous ramènera à des choses moins poétiques que Clausewitz, mais sur le calendrier des chantiers du marché unique numérique. On a vu la semaine dernière, je crois, ou début de cette semaine, l'annonce d'un report du vote au Parlement sur la directive e-privacy, ou sur un règlement de droit d'auteur. Enfin, bref, en tout cas, il y a de nombreux chantiers, vous l'avez dit, qui cheminent en parallèle. Sur la directive SMA, quand peut-on penser qu'elle sera aboutie et donc transposable, et éventuellement sur les deux autres grands chantiers, pour ce que vous... Alors, c'est une question très, très intéressante et très importante. Alors, pour ceux qui sont intéressés à suivre ça de manière très précise, il y a eu une réunion en fin septembre à Tallinn, au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont discuté des priorités digitales. Et vous avez sur le site internet de la Commission, à propos de ce sommet, tout un ensemble de fact-sheets, comme on dit en mot de français, qui font le récapitulatif de l'avancement des différents sujets, des différents dossiers. S'agissant de la directive services de médias audiovisuels, donc le prochain trilogue intervient cette semaine. L'objectif est toujours de terminer les négociations dès cette année. Donc nous avons un agenda très chargé pour cette année. Nous avons aussi la volonté de terminer les négociations sur la réglementation en matière de géoblocage. Nous souhaitons aussi progresser de manière très importante sur les négociations autour du code. Et bien sûr, l'année prochaine, d'ici la mi-2018, pour nous, l'objectif, c'est d'assurer que alors pas la totalité, mais disons une partie importante des initiatives qui restent en négociation fassent l'objet d'un accord politique,
bien sûr, mis à part celles qui ont été proposées tout récemment autour de la cybersécurité en septembre. Mais voilà, donc je pense que vraiment, on est très attentif à la Commission, en tout cas, de tenir les délais et de tenir les engagements. Il y a eu des engagements qui ont été pris au niveau des États membres de s'accorder sur les initiatives du marché unique numérique à la mi-2018. C'est dans cette optique-là que nous travaillons actuellement. Merci beaucoup.